Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce jeudi santé consacré au sucre dans notre alimentation. Alors cette conférence, nous aurions pu également l'intituler Arrêter le sucre mais comment ou alors le sucre est-il un poison silencieux de notre alimentation? Depuis plusieurs années, la sonnette d'alarme a été tirée tant par les nutritionnistes que par les spécialistes de maladies graves parce que le sucre, oui, est un véritable fléau dans notre société. Diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, surpoids, obésité, les conséquences sont de plus en plus nombreuses. Pourtant, nous consommons de plus en plus de sucre. Pour en parler, je reçois ce soir le professeur Nicolas Paco, qui est professeur au service diabétologie, nutrition et maladies métaboliques au CHU de Liège. Nous allons évoquer avec lui l'ensemble de la problématique du sucre de notre alimentation en tentant d'y voir plus clair et conclure avec des recommandations qu'il serait primordial de suivre pour s'accorder une vie plus saine et équilibrée. Alors, Monsieur Paco, la première question de lancement de cette émission est de savoir quelle est la place pour les sucres dans une alimentation équilibrée. Et les chiffres que vous allez nous présenter sont assez éloquents. Thématique qui est parfois un peu polémique et mon objectif ici c'est d'essayer de replacer les choses dans une vision un peu globale. Donc tout d'abord, je n'ai aucun conflit d'intérêt particulier avec cette conférence. Et comme vous l'avez dit, quelques chiffres peut-être pour un peu poser la situation. Vous voyez que ça, ce sont des chiffres de l'OMS qui datent de 2015 et qui considèrent que les maladies non transmissibles, c'est-à-dire les maladies qui ne sont pas génétiques, qui ne sont pas liées à des agents infectieux, représentent près de 70% de la mortalité. Et 40% de ces 68% de décès, c'est une mortalité qui est souvent précoce, qui est prématurée, avant l'âge de 70 ans. Et donc l'OMS a listé un peu les facteurs de risque principaux de cette mortalité prématurée, de ces maladies non transmissibles, et au sein desquelles on retrouve la mauvaise alimentation et une faible activité physique, qui sont vraiment deux choses très importantes. De nouveau, des données un peu plus récentes, donc dans une revue scientifique qui est le Lancet, une grande revue scientifique médicale, en 2017. Donc c'était une enquête réalisée dans 195 pays et qui aboutissait à la conclusion que la malnutrition, donc la malnutrition c'est le fait de manger trop peu, il y a quand même la dénutrition aussi, ou de manger mal, eh bien était responsable de 11 millions de décès par an et que de nouveau, dans cette malnutrition, l'obésité, l'excès de poids était certainement un risque indépendant très très important et en augmentation par ailleurs constante. Donc ça, c'est les points un peu négatifs. Il y a quand même des points un peu positifs. Toujours dans une étude assez récente, on a montré que, en revanche, si on améliorait la qualité de son alimentation, donc ça c'était via des échelles d'indices de qualité d'alimentation de 20%, eh bien si on améliorait cette alimentation, cette qualité de l'alimentation pendant quelques années, eh bien on réduisait la mortalité de façon tout à fait significative. Donc ça veut dire que probablement qu'on mange un peu trop et trop mal, c'est vrai, mais que si on mange mieux, les choses vont un peu mieux, et ça c'est quand même évidemment un point important. Alors le sucre là-dedans, vous l'avez dit, le sucre c'est un peu le coupable idéal. Pour l'instant, j'ai repris un peu sur Internet, vous regardez le sucre et vous trouvez immédiatement ceci, le sucre est un poison, le sucre c'est finalement la drogue la plus dangereuse qu'on peut acheter sans aucun problème, le sucre est toxique, le sucre est responsable de 36 000 choses et surtout de choses plutôt défavorables. Alors, c'est probablement en partie vrai. Maintenant, il faut bien dire que le sucre, c'est vrai que lorsque l'on a des aliments sucrés, ça conduit à une tendance assez naturelle à une surnutrition, parce que l'alimentation est savoureuse. Bon, généralement, quand c'est savoureux, on mange un petit peu plus vite, un peu plus surtout, et les propriétés qu'on appelle sensorielles d'alimentation des aliments sont évidemment un facteur important qui vont conduire à manger peut-être un petit peu plus. On sait également, vous l'avez dit, qu'il y a une épidémie actuellement d'obésité, de diabète de type 2. Le sucre est évidemment mis au centre de cela. Je vous montrerai également tout à l'heure une étude qui met en relation la consommation de boissons sucrées, de soft drink avec la mortalité. En Belgique et dans d'autres pays, il y a une taxe sur les boissons sucrées. Elle n'a pas été très efficace jusqu'à présent en Belgique parce qu'elle n'est pas probablement appropriée. Et puis enfin, on n'aura pas l'occasion d'en parler, mais aux États-Unis, en 2015, il y a eu de nouvelles recommandations diététiques qui ont mis effectivement l'accent sur cette consommation de sucre excessive.
Alors, quelques chiffres par rapport justement à cette consommation de sucre. Ce sont des chiffres américains, mais qui sont assez proches en Europe. Vous voyez qu'au XVIIIe siècle, la consommation de sucre était très faible. C'était vraiment un aliment de grand luxe. Et puis, dans le courant du XIXe siècle, suite au commerce qui a augmenté, surtout suite à la technologie, c'est devenu un ingrédient alimentaire utilisé pour mettre du sucre dans son café, dans son thé, mais également dans les pâtisseries. Vous voyez qu'en 1850, on est passé à 9 kilos. Et puis, c'est surtout au XXe siècle que le sucre est vraiment devenu un constituant majeur de l'alimentation, et même, je dirais, de la deuxième partie du XXe siècle et maintenant du XXIe siècle. Vous voyez qu'on était à 54 kilos en 94, et actuellement, on est à plus de 72 kilos de sucre par an et par personne. C'est donc 40 fois plus que ce que c'était en 1750. Et ce sucre, on le verra, il provient essentiellement de ce qu'on ajoute de sucreries, de soda. Alors, ça, c'est un peu, je dirais, l'augmentation considérable. Maintenant, il faut bien dire que le sucré, il y a une attirance, entre guillemets, naturelle. Lorsque, pour la première fois, un nourrisson, on lui donne un petit peu de sucre, il est clair, en général, il ne le recrache pas. Il y a donc une attirance qui est indiscutable. Et puis, d'autre part, le sucre, c'est doux. Et finalement, on aspire à cette douceur-là. On dit une vie douce. On est plutôt content d'avoir une vie douce. De rencontrer une personne douce, c'est plutôt bien. De dire des mots doux. Donc, le côté doux du sucre est un côté qui nous inspire et qui nous réconforte et qui nous récompense. On sait d'ailleurs que les sucres, c'est ce qu'on appelle des édulcorants naturels. Lorsqu'on parle d'édulcorants, souvent on pense à des édulcorants artificiels, mais les premiers édulcorants naturels, ce sont les sucres, c'est-à-dire le saccharose, le fructose, le glucose, je vais y revenir. Puis il ne faut pas oublier que les sucres, et surtout le glucose, c'est notre carburant. Toutes nos cellules utilisent en permanence du glucose. Notre cerveau, il consomme 120 grammes de glucose par jour, donc l'équivalent de 25 morceaux de sucre. Donc, c'est peut-être un poison, mais c'est un poison relatif, parce que notre cerveau ne se gave pas d'un poison toute la journée. Et d'autre part, notre foie, en permanence, il est obligé de produire ce glucose pour justement nourrir nos cellules. Donc, que les choses sont probablement un peu plus nuancées que cela. Il y a évidemment un excès de consommation qui va aboutir à des choses, mais les sucres, ils sont présents en permanence et nos cellules s'en nourrissent en permanence. Alors, cette deuxième partie, il va être notamment question du sucre. C'est quoi le sucre? Et on sait qu'il y a déjà des terminologies tout à fait différentes quant à ce terme sucre. On parle de sucre lent et puis il y a d'autres particularités. Absolument. Donc, le sucre, on peut en fabriquer, mais surtout, il va nous être apporté par l'alimentation. Et notre alimentation, elle doit nous apporter quoi? Elle doit bien sûr nous apporter de l'eau, ça c'est indispensable. Et puis, elle doit nous apporter toute une série de nutriments qu'on ne peut pas fabriquer et qui doivent absolument arriver par l'alimentation. Et ce qu'on appelle des macronutriments, c'est quoi? Mais c'est les calories. Parce qu'en fait, vous savez bien, nous avons besoin en permanence d'énergie, nos cellules ont besoin en permanence d'énergie, et cette énergie, on ne peut pas l'autogénérer. Donc, elle doit provenir de l'alimentation. Et donc, elle provient de ce qu'on appelle les macronutriments. Il y en a 3. Il y a les glucides que j'ai mis en gras, parce que c'est là-dedans qu'on va retrouver les sucres. Il y a les graisses, les lipides, et il y a les protéines. Ça, c'est ce qui va nous apporter les calories. Et puis, à côté de ça, il y a les micronutriments, qui, eux, n'apportent pas de calories, mais qui sont également très importants, les minéraux, le calcium, le sodium, etc. Les oligo-éléments comme le fer, l'iode, qui sont des éléments qu'on consomme en petite quantité, mais qui sont très importants. Et puis les vitamines, qui sont également très importantes, mais qui, elles, n'apportent pas de calories. Alors, quelques mots concernant ces fameux glucides. On va vous faire un cours de biochimie. Donc les glucides, on les appelle également les hydrates de carbone. Donc c'est des molécules qui sont très solubles dans l'eau. Vous savez bien, si vous mettez un peu de sucre dans l'eau, ça se fond immédiatement. Ce qu'il faut bien savoir, que ces glucides, c'est des molécules extrêmement abondantes. On dit que ce sont les biomolécules les plus abondantes, puisque vous le savez bien, à partir de la photosynthèse des végétaux, donc à partir de CO2 et d'eau, les végétaux vont fabriquer des très grandes quantités de glucides sous forme de cellulose, sous forme d'amidon. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir également, mais j'y reviendrai, c'est que ces glucides dans notre alimentation, ça va être notre source principale de calories. 50% de notre énergie doit provenir de ces glucides, mais essentiellement de l'amidon des végétaux, c'est-à-dire des tubercules, pommes de terre, patates douces, des céréales bien sûr, et puis également de toute une série d'aliments riches en glucides comme les légumineuses, fèves, lentilles, etc. Alors, ça, c'est pour les glucides. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et de nouveau, je ne vais pas vous faire un cours de biochimie, mais c'est très important de bien comprendre ça, parce qu'on confond souvent sucre, glucides, sucre lent, tout ça. Il y a une espèce de méli-mélo là-dedans qu'il faut un peu démêler. En fait, ce qu'on appelle les sucres, en fait, ce sont des structures qui contiennent une ou deux unités, donc on appelle les monosaccharides ou les disaccharides. Ils sont repris ici. Donc, sucre au pluriel, c'est quoi? C'est le glucose dont j'ai parlé, qui est notre carburant. C'est le fructose, j'en parlerai, c'est le sucre qu'on retrouve dans le fruit. Et
et c'est le saccharose. Donc là, le saccharose, c'est notre sucre de consommation, le sucre de la betterave sucrière, le sucre de la canne à sucre, c'est du saccharose. Le lactose, c'est le sucre qu'on retrouve essentiellement dans le lait. Donc glucose, fructose, saccharose, lactose, ça c'est ce qu'on appelle les sucres. Alors qu'on avait tendance à appeler les sucres rapides, c'est une dénomination qu'il vaut mieux abandonner, parce qu'en fait les sucres rapides, ça faisait référence au fait que ça faisait monter rapidement notre taux de sucre dans le sang. Ce n'est pas le cas pour tous ces sucres. Par exemple, le fructose, il ne fait pas beaucoup monter. Donc, cette dénomination, il vaut mieux l'abandonner, et donc il vaut mieux parler de sucre. Alors, tout ce qui n'est, ou glucides simples, tout ce qui n'est pas ça, c'est ce qu'on appelle des glucides complexes. Vous voyez ici l'amidon, le glycogène, c'est ce qu'on va trouver, je vous ai dit, dans les céréales complètes, dans les légumineuses, etc. D'accord ? Donc les sucres font partie de la catégorie des glucides, mais quand on dit je ne veux plus manger de sucre, mais il est hors de question de ne plus manger de lentilles, de ne plus manger de pommes de terre, de ne plus manger de pain, ça n'a pas de sens. Les sucres, c'est vraiment une petite partie des glucides. Alors, dans quoi trouve-t-on du sucre naturellement? Mais dans pas mal de choses, et notamment dans les fruits et les légumes. Donc, vous voyez ici toute une série de fruits et de légumes qui sont repris avec leur quantité de glucose, de fructose, le fameux sucre du fruit, et de saccharose. Je vous rappelle, le saccharose, c'est notre sucre de consommation. Mais vous voyez que dans les fruits et les légumes, il y a du sucre. Il y a des sucres, grosso modo, entre 5 et 10%. Alors, bien sûr, dans les légumes, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'éléments nutritifs intéressants, mais il y a également une certaine quantité de sucre. C'est ce qu'on appelle en fait les sucres intrinsèques, c'est-à-dire des sucres qu'on ne va pas ajouter dans l'alimentation, qui sont présents naturellement dans les aliments et qui sont extrêmement intéressants d'un point de vue nutritif. Petite chose que je pense également intéressante de signaler, c'est la façon finalement dont notre consommation alimentaire a évolué au cours des siècles, parce que c'est vrai qu'elle a très fortement évolué, je dirais, durant les dernières décennies, mais pendant très longtemps, elle est restée un peu la même. Donc, vous voyez, quand on était des chasseurs-cueilleurs, ça, c'est les différentes sources de calories de notre alimentation. Ben, à ce moment-là, essentiellement, ce qu'on ramassait, ce qu'on cueillait, c'était des végétaux. Et vous voyez que c'était quasiment 70% de nos calories, c'était les amylacées, c'était l'amidon des plantes. Alors, on chassait quand même un petit peu, il y avait un petit peu de protéines ici en dessous, il y avait un petit peu de graisse ici au-dessus. Puis, il y a environ 10 000 ans, l'agriculture est apparue. Ça n'a pas finalement fondamentalement changé les choses. On voit qu'au contraire, la quantité des glucides, de l'amidon a augmenté, tout simplement parce qu'on a cultivé des fruits, des légumes, mais par contre, on mangeait toujours très très peu de protéines et on mangeait très très peu de graisse. Et puis c'est finalement très récemment, après la révolution industrielle, mais surtout de la deuxième partie du XXe siècle et maintenant, que notre type d'alimentation a changé avec deux grandes modifications, vous le voyez. C'est la nette diminution de la part des glucides. Vous voyez qu'on est passé, on était à 50-60%, on est passé nettement en dessous. Et dans ces glucides, vous voyez qu'on a réduit l'amidon des végétaux, mais par contre, le sucre est apparu en quantité importante. Et deuxième grande modification, c'est l'apport en graisse. Vous voyez que l'apport en graisse, qui était vraiment marginal, est devenu quasiment 35 à 40% de nos calories, notamment en graisses saturées qui sont ajoutées. Et donc, c'est pour ça que quand on discute de l'alimentation actuelle, c'est souvent assez difficile de faire la part des choses entre les sucres et les graisses, puisque finalement les deux modifications nutritionnelles sont un petit peu apparues en même temps et ce n'est pas toujours facile de faire la part. Alors simplement pour illustrer ce que je viens de dire, donc c'est de nouveau des chiffres américains, mais c'est assez proche chez nous. Vous voyez, depuis 1970 jusqu'à 2010, d'abord on mange plus, plus de 400, on mange 400 kilocalories par jour en plus au cours de ces 50 dernières années. Maintenant, ça commence à se tasser, mais dans la deuxième partie du XXe siècle, c'était très fort le cas. Alors, qu'est-ce qu'on mange en plus comme calories? Ce n'est pas tellement de la viande, ce n'est pas tellement des œufs, ce n'est pas tellement les produits laitiers, ce n'est pas tellement les végétaux, c'est un petit peu plus des céréales, mais surtout ce qui a augmenté, c'est les graisses ajoutées ici, et ce sont les sucres ajoutés. Donc, c'est vraiment les deux choses qui ont augmenté en parallèle récemment. Alors maintenant, en ce qui concerne les sucres, ils viennent d'où? Je vous l'ai dit, ils viennent en bonne partie de sucres ajoutés, et notamment des sodas. Et donc, de nouveau, des données américaines. Vous voyez qu'en 1950, on consommait aux États-Unis 40 litres par an de soda par personne. On est à 183 litres en 2000, vous voyez ici. Alors, en Belgique, on est entre 125 et 130. Mais c'est moins qu'aux États-Unis, mais c'est x3 également au cours des 30 dernières années. Et donc, ces sodas, c'est quasiment 40% des sucres qu'on appelle ajoutés, que l'on va trouver en plus dans notre alimentation quotidienne. Ça, c'est des données américaines. Maintenant, les données françaises, un peu plus proches de chez nous, elles montrent un petit peu la même chose. Vous voyez que chez les adultes, plus ou moins 16% des calories proviennent des sucres, mais là-dedans, on a également le sucre des fruits et des légumes, qui est très bien, et puis les sucres ajoutés, donc c'est pas si mal que ça. Mais vous voyez que chez les enfants et les adolescents, on est à près de 20%. On le remarque très bien, la quantité de sucre, elle est surtout chez les populations les plus jeunes, les populations adolescentes ou les adultes jeunes. Plus généralement, on va prendre de l'âge, plus généralement, la quantité de sucre va plutôt tendance à avoir diminué.
Et donc, et c'est ça le problème, c'est que l'apport en sucre, 50% de l'apport en sucre vient essentiellement des produits sucrés, des boissons sucrées, des confiseries, des biscuits, des pâtisseries, et c'est là que le bas blesse. Par contre, ce qui vient des fruits, des produits laitiers ou des légumes, ben vous voyez que ça représente l'autre moitié, et ça c'est un apport en sucre tout à fait raisonnable et qui n'a pas d'effet particulièrement néfaste sur la santé. Pour terminer, nos données belges maintenant, ça ce sont donc les données du Conseil supérieur de la santé qui datent de 2016, et j'ai repris ici l'enquête de consommation donc pour les différents nutriments dont je vous ai parlé, glucides, protéines et lipides. Donc on va surtout se focaliser sur les glucides. Donc vous voyez que les glucides, le Conseil supérieur de la santé préconise que 50%, donc la moitié de nos calories quotidiennes, proviennent des glucides, mais je vous l'ai dit, essentiellement des glucides complexes, des céréales, des légumineuses, etc. Et que les sucres représentent maximum 10% des calories quotidiennes. Donc si on mange 2000 calories par jour, ça fait 200 calories, et 1 gramme de sucre c'est 4 calories, donc c'est 50 grammes de sucre. Mais on y est vite, 2 grands verres de soda, on les dépasse déjà. Donc, mais ça veut quand même dire que même dans une alimentation équilibrée, il y a une place pour des sucres ajoutés, mais qui doit être raisonnable. Et à gauche, vous avez ce qu'on mange réellement en Belgique en 2014-2015. Vous voyez qu'on mange trop peu de glucides en général. Et en plus de ça, on mange les mauvais, puisque les polysaccharides, qui devraient être l'immense majorité des sucres, mais c'est 23%, les fameux qu'on appelait sucres lents dans le temps, mais mauvaise appellation, plutôt glucides complexes. Et en revanche, les sucres, c'est quasiment la moitié des glucides ingérés, donc c'est évidemment beaucoup trop. Donc on le voit, ce changement d'alimentation qui est survenu à travers les siècles, maintenant on peut le dire, c'est une évolution qui a des impacts négatifs en ce moment dans notre société. Alors justement, les risques, on les connaît presque, diabète, cancer, mais est-ce que vous savez nous expliquer davantage, aller plus loin par rapport à ce point-là ? Bien sûr, donc on voit bien que nos habitudes alimentaires ont changé à plusieurs niveaux. J'ai parlé des sucres, j'ai parlé également des graisses, mais également un facteur dont on ne parlera pas beaucoup, mais qui est très important, c'est la sédentarité, c'est la nette diminution de l'activité physique, qui est également largement impliquée dans tout ce qui nous arrive maintenant. Et donc, il y a toute une série d'études qui ont visé à essayer de comprendre finalement quel était le rôle réel de cet excès de sucre actuel par rapport aux différentes pathologies, par rapport aux maladies. Et là, c'est souvent à ce moment-là que ça se complique, parce que si on lit la littérature scientifique, on s'aperçoit que les choses ne sont pas souvent si évidentes qu'on le souhaiterait. Ce sont souvent des résultats qui sont souvent complexes à interpréter et qui sont parfois même contradictoires. Alors pourquoi est-ce qu'en nutrition, ces éléments scientifiques sont souvent complexes et difficiles à interpréter? D'abord, c'est souvent difficile de mener des études en nutrition. Par rapport à des études dans les maladies où on rajoute un médicament, on en enlève, c'est facile à faire. En nutrition, étant donné qu'on mange tous les jours, à voir vraiment l'élément déterminant et les apports qui vont modifier et qui vont entraîner maladie, les analyses sont souvent difficiles à faire. La deuxième chose, c'est que en nutrition, souvent, on a des associations. On associe, par exemple, on voit que dans une population qui mange beaucoup de sucre, il y a telle pathologie. Mais association ne peut pas forcément dire causalité. Il y a parfois des choses qui sont associées qui ne sont pas forcément en relation causale. Et ça, c'est un piège important. Et puis le grand problème, probablement un des problèmes les plus importants en nutrition, c'est qu'il y a toute une série de facteurs confondants qui sont difficiles à évaluer. Et notamment les facteurs socio-économiques. On sait très bien qu'une alimentation généralement mal équilibrée, très grasse, très salée, très sucrée, est plutôt associée à un niveau socio-économique plus bas. Et donc, on ne sait pas très bien si finalement l'alimentation et le sucre est le marqueur ou est vraiment le responsable, parce qu'il y a toute une série d'autres facteurs qui pourraient entrer en compte. On sait très bien également qu'une alimentation déséquilibrée est souvent associée à un tabagisme plus important, à une consommation d'alcool plus importante. Le poids, très très important. Une alimentation déséquilibrée va généralement faire prendre du poids. Maintenant, est-ce que c'est l'alimentation, est-ce que c'est le sucre lui-même qui est responsable de la pathologie, ou est-ce que c'est le poids qui est consécutif à cette prise de sucre excessive? Pas toujours facile de faire la différence. L'âge aussi, quand on fait des études, qu'on regarde des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Et enfin, dans les enquêtes nutritionnelles, il faut également essayer d'identifier les autres nutriments. Et je vais parler notamment de la part des lipides. Et donc tout ça fait que quand on essaie d'identifier vraiment le rôle de certains nutriments, et notamment des sucres, par rapport à certaines maladies, les résultats ne sont pas souvent aussi évidents que l'on pense. Alors,
j'ai pris différentes pathologies bien connues, et notamment la relation entre les boissons sucrées et l'obésité. Donc on pourrait se dire, effectivement, les boissons sucrées, c'est toujours associé à de l'obésité. C'est un peu moins évident que ça. Donc ici, j'ai repris ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc en 2 mots, c'est quoi? Donc ici, c'est ce que vous avez sur la gauche du tableau, et les dates, c'est les années de publication. Donc c'est toute une série d'études qui ont finalement essayé de voir dans une population, de comparer des personnes qui buvaient beaucoup de boissons sucrées et d'autres qui n'en buvaient pas, et de voir si ça modifiait le risque de devenir obèse. Et donc la façon dont les choses sont présentées, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, donc la ligne ici au milieu, c'est ce qu'on appelle la ligne de neutralité. Donc ça, c'est les résultats des études. Donc quand on est à droite de cette ligne, ça veut dire que les boissons sucrées va favoriser l'obésité. Si on est à gauche, ça veut dire que la boisson sucrée va au contraire empêcher l'obésité, et au milieu, ça veut dire que c'est neutre. La première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune étude qui est à gauche. Donc on voit clairement que le fait de consommer des quantités importantes de boissons sucrées ne va pas faire maigrir. Heureusement, c'est confirmé. Par contre, on voit que, effectivement, on est plutôt du côté droit, et donc si on les met tout ensemble, c'est le petit losange là, on voit le risque est augmenté de 0,08, c'est-à-dire de 8%. C'est significatif, mais ce n'est pas énorme. Ça veut pas dire, si vous parlez par exemple du tabac par rapport au cancer du poumon, c'est 50 fois plus. Si vous prenez l'obésité par rapport au diabète de type 2, c'est des facteurs bien plus importants. Donc ici, on voit que le sucre est un facteur favorisant l'obésité, mais est un facteur probablement parmi tant d'autres. Il ne sort pas comme de façon tout à fait éclatante. Pareil, si on regarde par rapport au diabète de type 2, de nouveau consommation de boissons sucrées et risque de développer un diabète de type 2. Donc c'est de nouveau le même genre de présentation. De nouveau toute une série d'études qu'on a mis ensemble. Vous voyez, c'est 280 000 participants, 22 000 diabètes étaient apparus au cours de l'observation. Donc c'est vraiment des études, l'ensemble des études qui est très, très probant. De nouveau la ligne de neutralité ici au milieu. Bon, clairement, le fait de prendre des boissons sucrées n'est jamais associé à une diminution du risque du diabète. On s'y attendait un peu, et effectivement, il y a une augmentation du risque, mais de nouveau, une augmentation assez modérée. Vous voyez, une augmentation de risque de 22%. Si on met par exemple l'inactivité physique, on est bien plus haut. Et de nouveau, c'est un peu ce que vous expliquiez tout à l'heure. Si, donc pour 330 cc, donc grosso modo une canette par jour par rapport à ceux qui n'en consomment pas, mais si on pondère ça par rapport au poids, parce que clairement les gens qui buvaient ces boissons avaient probablement plus de poids, si on pondère ça par rapport au poids, on voit que le risque persiste, mais devient moins important. Donc probablement que le sucre joue essentiellement, la boisson sucrée, par le fait qu'elle augmente le poids de l'individu. Chose quand même intéressante aussi, c'est par rapport aux boissons sucrées artificiellement. Donc on a fait, dans ces mêmes observations, on a un peu regardé les personnes qui consommaient non pas des boissons sucrées avec du sucre, mais avec des édulcorants. Eh bien, on retrouve un peu la même association. Vous voyez que pour les personnes qui buvaient une boisson en moyenne par jour, mais sur des longues périodes, eh bien, le risque de développer un diabète de type 2 était également accru, finalement un peu dans les mêmes mesures que ceux qui buvaient des boissons sucrées. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas très facile à interpréter. Bon, clairement, les boissons édulcorées, il n'y avait pas de sucre, donc il n'y avait pas de calories, donc on ne peut pas appliquer le sucre. Maintenant, est-ce que c'est l'édulcorant lui-même qui, en modifiant des choses, favorise le diabète? Peut-être. Ou est-ce que, de nouveau, le fait de boire des boissons édulcorées reflète finalement un certain type d'alimentation générale qui est lui-même la cause de l'excès de poids ou du diabète? Donc, vous voyez, les choses, de nouveau, ne sont pas toujours si faciles que ça à interpréter. Un petit mot sur lequel je voulais insister, c'est le problème du fructose, parce qu'on en parle beaucoup. Donc le fructose, je vous rappelle, ça fait partie des sucres, et donc le fructose, c'est en général, c'est le sucre du fruit par définition. Et donc pendant très longtemps, le fructose a eu très bonne presse, puisque finalement manger des fruits, c'est en général considéré comme étant très sain. Le problème, c'est que le fructose, on le trouve dans le fruit, mais on le trouve également maintenant dans beaucoup d'aliments sucrés. Et donc, si vous regardez souvent dans les aliments, vous allez voir sucré à partir de sirop de maïs. Alors, le sirop de maïs en lui-même, c'est plutôt du glucose, c'est pas du fructose, mais en fait, dans ce sirop de maïs, le glucose était transformé en fructose parce qu'en fait, le fructose donne un pouvoir sucrant plus important, se conserve mieux, a finalement un peu meilleur goût, et donc beaucoup d'aliments sucrés le sont à partir de ces fameux sirops de maïs qui ont été un peu traficotés et qui donnent du fructose. Et dès lors, maintenant dans l'alimentation, le fructose qui arrive, c'est très peu en provenance des fruits, c'est beaucoup à partir de ces aliments sucrés artificiellement. Et on s'est aperçu que finalement, cette grande augmentation de fructose dans notre consommation, il y avait en parallèle un peu une augmentation de l'obésité et du diabète. Et donc finalement, on s'est intéressé de savoir, est-ce que ce n'est pas finalement ce fructose qui est responsable de tout ça? Alors comme souvent, les choses sont moins faciles que l'on le voudrait. Dans les études chez les animaux, là, les choses sont assez claires. Quand on donne beaucoup de fructose,
on fait ce qu'on appelle de la lipogénèse, c'est un terme très sophistiqué pour dire simplement qu'on va transformer ce fructose en graisse, ce qui n'est pas excellent. On va provoquer ce qu'on appelle des dyslipémies, donc trop de cholestérol, trop de graisse dans le sang. On va favoriser l'obésité, on va favoriser la résistance à l'insuline, voire le diabète de type 2. Donc clairement, chez l'animal qu'on surcharge en fructose, on produit vraiment des modèles de diabète et d'obésité évidents. Malheureusement, souvent, chez l'homme, c'est plus compliqué et les études sont plus discordantes. De nouveau, parce que c'est on ne peut pas faire comme chez l'animal, surchargé pendant plusieurs années et observer. On doit le faire à partir d'études d'observation de la population. Et là-dedans, il y a 36 000 facteurs qui sont un peu compliqués à identifier. Donc probablement qu'un excès de fructose venant de ces sirops de maïs, c'est pas bon, mais c'est moins évident que chez l'animal. Alors, dernière petite chose, avant-dernière étude que je voulais vous montrer, c'est par rapport à cette fameuse consommation de soft drink, donc de boissons sucrées. Et donc, c'est une étude qui a fait pas mal de bruit, qui est sortie il n'y a pas longtemps, vous voyez, en 2019, réalisée dans les pays européens. Et donc, on avait regardé la mortalité dans 10 pays européens en relation avec la consommation de soft drink. En d'autres termes, est-ce que le fait de boire beaucoup de soft drink est un risque majeur pour la santé? Alors, population très importante, vous voyez que c'est une population qui avait été incluse, dont l'observation avait commencé entre 92 et 2000, donc c'est à ce moment-là qu'on a recruté les sujets, qui étaient des grandes populations. Vous voyez, plus de 450 000 personnes qui ont été observées, un peu plus de femmes que d'hommes. Au départ de cette observation, on avait exclu les patients qui avaient déjà eu un cancer, qui étaient diabétiques, qui avaient déjà fait un AVC, qui avaient déjà des problèmes cardiovasculaires, pour vraiment voir l'effet en dehors de toute pathologie. Vous voyez qu'au départ, ces personnes-là avaient aux alentours de 50 ans, et donc elles ont été suivies pendant 16 ans. Donc c'est vraiment des études très compliquées à réaliser, parce qu'il faut vraiment faire des anamnèses, des questionnaires alimentaires pendant très très longtemps. Et donc au terme de ces 16 ans, il y avait eu 40 000 décès, près de 42 000 décès dans cette population. 40% étaient morts de cancer, 22% de maladies circulatoires au sens large, et puis encore un petit peu de pathologies digestives. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a essayé d'identifier dans cette population deux types de populations. Ceux qu'on appelait des grands consommateurs de boissons sucrées, qui en consommaient au moins 2 par jour ou plus, qu'on comparait à ceux qui en consommaient quasiment pas, c'est-à-dire moins d'un verre par mois. Et donc, on a essayé de voir finalement si cela était en relation avec la mortalité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est clair qu'effectivement, la mortalité globale est plus élevée dans la population qui buvait plus que 2 verres de canettes par jour de soda par rapport à ceux qui n'en buvaient pas. Mais de nouveau, le risque était élevé. Donc 1,17, ça veut dire une augmentation de 20%. Donc c'est une augmentation de nouveau réelle, significative, mais ce n'est pas x5 ou x10, c'est une légère augmentation. Alors ce qui est de nouveau un peu intéressant, c'est qu'ils ont d'ailleurs réussi à différencier dans ces soft drinks ce qui était réellement des boissons sucrées avec le glucose, le fructose, le saccharose, de ce qui était édulcoré. Eh bien, en fait, le résultat d'augmentation du risque était le même, était même un petit peu plus élevé pour les boissons édulcorées. Donc, vous voyez, alors on a dit, oh, le sucre tue et entraîne une mortalité élevée, peut-être, mais on voit quand même que ceux qui consommaient des boissons entre guillemets sucrées, mais surtout édulcorées avec des édulcorants artificiels, ben, avaient également le même risque. Donc, on voit probablement que le sucre n'est pas tout, il y a probablement d'autres facteurs. Alors, dans les causes de mortalité, ça, c'est très intéressant. Il n'y a pas de relation avec le cancer. Donc, la mortalité par cancer n'était pas accrue chez les patients, c'est pas les patients, chez les sujets qui consommaient des grandes quantités de boissons sucrées. Et ça se retrouve dans beaucoup d'études. Autant il y a certains arguments théoriques qui pourraient faire penser que le fait de consommer beaucoup de sucre favorise les cancers, puisque les cellules cancéreuses se nourrissent de glucose. Autant dans les études épidémiologiques, on voit finalement pas grand-chose. En fait, c'était surtout les maladies cardiovasculaires qui étaient augmentées par la consommation de sucre, mais surtout de nouveau par les boissons artificiellement sucrées que réellement par les boissons sucrées. Alors, dernière étude que je vous montre, qui est intéressante, qui est une étude toute récente et qui va de nouveau ici essayer de voir finalement la relation qu'il y a entre l'index glycémique, je vais préciser de quoi il s'agit, et de nouveau le risque de mortalité liée aux maladies cardiovasculaires, infarctus, AVC, tout ça. Et donc, qu'est-ce que l'on a fait? On a fait exactement la même chose. On a regardé il y a 3 études qui ont été reprises ici. La dernière a vraiment été publiée toute récemment. Et donc, on a donc regardé dans cette population les gens le type de sucre qu'ils consommaient. Alors, donc, l'index glycémique, de quoi s'agit-il? C'est, si vous voulez, ça représente la manière dont l'aliment va faire augmenter le sucre dans notre sang, va faire augmenter ce qu'on appelle la glycémie. D'accord? Et on sait bien que les aliments à index glycémique élevé, ce qu'on appelait avant les sucres rapides, mais à nouveau, ce n'est pas une très bonne dénomination, eh bien, font monter très fort le sucre, mais pendant 1 heure ou 2, et puis ça redescend. Et donc, ils ont réussi à identifier dans ces populations suivies les
personnes qui mangeaient beaucoup d'aliments à index glycémique élevé, c'est-à-dire essentiellement les sodas, les boissons sucrées, par rapport à ceux qui en consommaient peu. Et de nouveau, on retrouve une augmentation assez significative du risque de 26% de mortalité liée aux maladies cardiovasculaires. Donc on voit clairement que cette consommation de sucre qui fait monter fort le sucre dans le sang est associée. Maintenant, de nouveau, la relation de causalité, ça reste à déterminer, mais en tout cas, c'est associé. Dernière petite chose que je voulais vous montrer avant, c'est de nouveau des données assez récentes. En fait, c'est fait de nouveau à l'échelle de l'Union européenne, essentiellement des pays d'Europe de l'Ouest, où on a regardé, si vous voulez, toute une série de facteurs qui étaient associés à ce qu'on appelle les délits. Alors les délits, c'est les jours d'incapacité, pour faire simple, le fait de ne pas pouvoir aller travailler parce qu'on est malade lié à différentes choses. Donc là-dedans, bien sûr, il y a les traumatismes, les maladies, les infections, mais ils ont regardé également les facteurs alimentaires qui pourraient être impliqués dans ces jours d'invalidité ou d'incapacité. Qu'est-ce que vous avez au premier plan? En fait, le manque de fruits et le manque de céréales complètes. C'est ça qui est vraiment, d'un point de vue des 14 facteurs alimentaires listés, c'est ce qui est le plus néfaste, je dirais, le fait de manger trop peu de fruits, de manger trop peu de légumes, de manger trop peu de fibres et de céréales complètes. Vous voyez qu'également, le fait de manger trop de sel est également clairement le facteur nutritionnel. Puis il y a toute une série d'autres facteurs, et vous voyez ici tout en dessous, c'est les boissons sucrées. Donc la consommation élevée de boissons sucrées, mais c'est le 14e, c'est 0,1%. Donc de nouveau, c'est présent, mais ce n'est pas le facteur principal, certainement. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'on pointe peut-être trop vite du doigt le sucre? Mais ma conclusion, en fait, je vais passer à la dia suivante, c'est que, je vais y arriver, c'est que quand on considère les problèmes alimentaires, il faut toujours essayer d'avoir une vue globale. Et maintenant, il y a les plus âgés qui regardent, il y a 10 ou 20 ou 30 ans, c'était les graisses, les lipides qui étaient l'ennemi numéro un. Et puis il y a eu un balancier, et maintenant on est passé vers les sucres. À juste titre pour certains points. Mais ce n'est pas parce que les sucres sont devenus mauvais que les graisses sont devenues bonnes et inversement. Donc il faut essayer d'avoir une vision globale et essayer d'analyser réellement les choses. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on analyse réellement? C'est clairement que la malnutrition, le fait de trop manger, le fait d'évidemment trop peu manger, mais heureusement, c'est pas heureusement pas trop notre cas dans les pays occidentaux, mais c'est encore le cas dans beaucoup de pays dans le monde, le fait de mal manger, clairement, favorise différentes maladies. Favorise l'obésité, favorise le diabète, favorise certaines maladies cardiovasculaires et favorise certains cancers. Ce n'est pas le cas pour le sucre probablement, mais c'est le cas pour plein d'autres choses qui se trouvent dans l'alimentation. Alors quel est le rôle des sucres dans cela? Il est évident, et on l'a bien démontré, que les études de consommation des consommateurs, les études qu'on appelle épidémiologiques, où on analyse les populations, des études qu'on appelle physiopathologiques, où on essaie de voir vraiment ce qui se passe, démontrent qu'une consommation excessive de sucre est impliquée dans les maladies métaboliques, c'est-à-dire essentiellement l'obésité, le diabète de type 2 et probablement la maladie cardiovasculaire. Maintenant, ce qui apparaît clairement, c'est qu'à ce stade, les données que l'on a, et en science, il faut toujours être prudent, on sait aujourd'hui, ce sera peut-être plus le cas dans 6 mois ou dans 10 ans, que les sucres ne constituent probablement pas le facteur principal causal de cette épidémie d'obésité et de maladies métaboliques. Et donc, si on arrive à ce que vous me demandiez, effectivement, cet exposé, c'est plutôt un plaidoyer pour une nutrition équilibrée où tous les facteurs sont pris en compte. Et donc, je pense qu'il est inutile et probablement inefficace de stigmatiser un tel ou tel nutriment et dire ça, on ne peut plus jamais en consommer. Je pense que finalement, tout peut être consommé avec modération, mais que clairement, l'alimentation, ça doit être une alimentation qui est essentiellement à base de produits végétaux, qui contient ces fameux glucides complexes, les céréales complexes, qui contient des légumes, des fruits, les oméga-3, on n'a pas parlé, et si on prend des produits animaux, plutôt favoriser les poissons que la viande. Et surtout, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais surtout essayer de limiter les aliments qu'on appelle ultra-transformés. Alors, ces aliments ultra-transformés qu'on retrouve très régulièrement dans notre consommation, c'est les plats préparés, c'est les viennoiseries, c'est les compotes de fruits, en fait, toute une série de plats qui contiennent quoi? Puis qui contiennent souvent beaucoup de calories, qui contiennent effectivement un peu de sucre, mais qui contiennent également beaucoup de graisse, notamment de graisse saturée, beaucoup de sel et pas mal d'additifs. Et donc, plutôt que se focaliser exclusivement sur le sucre, c'est surtout sur cet ensemble d'éléments qu'il faut se focaliser. Et donc, pour terminer, je vous montrerai les dernières recommandations du Conseil supérieur de la santé, donc les 5 priorités pour mieux manger. Mais de nouveau, vous voyez, on insiste sur le fait de manger varié, équilibré et de favoriser quoi? Ces fameuses céréales complètes, vous voyez, au moins 125 grammes par jour, vous voyez, pain complet, pâtes complètes, riz complet, de nouvelles céréales ou de nouveaux aliments, boulgour, quinoa, etc. Très favorable. Favoriser
favoriser les fameux fruits et légumes. Vous voyez, 250 grammes de fruits par jour, 2 à 3 fruits, et surtout beaucoup de légumes, de nouveau variés. Élément très intéressant qui entre de plus en plus dans notre consommation, les légumineuses, comme par exemple les fèves, hein, très intéressant parce qu'apportant à la fois des glucides complexes, apportant des fibres, apportant beaucoup de micronutriments. Les fruits à coque et les graines, également très favorables en quantité raisonnable. Et vous voyez que la seule chose que le Conseil supérieur de la santé pointe comme élément défavorable, ce n'est pas le sucre, c'est le sel qu'il faut essayer de limiter. Et vous voyez qu'en se basant sur ces 5 comportements, eh bien déjà, on va très très nettement améliorer son alimentation. Donc en écoutant votre conclusion, finalement, la question que je posais au début, qui était que l'on pouvait en fait donner une autre question à cette conférence, à savoir est-ce que le sucre est un poison de notre alimentation? Le sucre, clairement, n'est pas un poison de notre alimentation à 100%. Et donc, on voit très bien dans toutes les recommandations internationales, le sucre peut faire partie d'une alimentation équilibrée. Maintenant, si quelqu'un ne mange pas de sucre, il n'y a pas de problème. Le glucose, on peut en produire nous-mêmes, on peut le retirer dans ces céréales complexes, on va retrouver du glucose. Donc, ce n'est pas une obligation, bien sûr. Il ne faut pas me dire l'inverse de ce que j'ai voulu dire. Le sucre, on n'est pas obligé d'en manger, mais il peut très bien s'intégrer dans une alimentation équilibrée, mais clairement en petite quantité. C'est sûr que des charges très importantes de boissons sucrées répétées au fur et à mesure des années ont clairement un potentiel négatif. Alors, dans les questions qui nous sont parvenues des personnes qui sont en direct notamment, nous avons celle d'Antoine qui parle de ces fameuses boissons avec arôme naturel, Oui. Uniquement, donc sans sucre, Oui. sans édulcorant. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ces boissons provoquent également cette montée d'insuline? Probablement pas. Probablement pas. Donc on ne parle pas ici des boissons avec des édulcorants artificiels, Donc, mais uniquement light, aromatisés. zéro. Donc, C'est vraiment uniquement le petit aromatisés. arôme, Donc c'est ça oui. me donner un arôme. Non, probablement que ces boissons aromatisées n'ont pas d'effet délétère, pas de production d'insuline. Maintenant, il faut bien dire aussi pour ce qui concerne, donc si on prend des boissons édulcorées artificiellement avec de l'aspartame, avec du sucralose. Alors, on dit effectivement qu'il provoque une petite production d'insuline. C'est extrêmement minime. Il faut vous dire que ce qui va se passer, c'est que quand on voit qu'on va manger quelque chose, notre cerveau comprend et donc entraîne déjà le pancréas à produire déjà un petit peu d'insuline. Mais c'est une quantité très limitée parce que s'il produisait trop d'insuline, l'insuline, ça fait chuter le sucre, on ferait des malaises au contraire par excès de sucre, mais par manque de sucre. Donc c'est une production qui est relativement limitée, même avec les boissons édulcorées artificiellement. En ce qui concerne les boissons aromatiques, il n'y a pas d'effet de ce type-là qui a été rapporté et qui peuvent être consommés. Mais de nouveau, je crois qu'on revient à ce que je disais, c'est l'excès, ne boire que des boissons aromatisées n'est probablement pas une solution. On peut en boire de façon récréative de temps en temps, mais je crois que la meilleure boisson, c'est de l'eau, c'est éventuellement du thé, du café, mais il n'y a pas besoin d'avoir systématiquement un goût sucré ou un arôme tel ou tel. On peut vivre sans ça. Alors inévitablement, dans la suite de cette question, c'est de se dire est-ce qu'il vaut mieux boire un verre ou un demi-verre de boisson de soft non édulcorée, Oui. plutôt que 3-4 light et zéro. Voilà, donc de nouveau, il est clair que les sodas, les boissons sucrées, c'est des boissons qui, d'un point de vue nutritif, ne sont pas très intéressantes parce qu'il y a de l'eau, il y a du sucre, il n'y a quasiment rien d'autre. Ce n'est pas du tout comme un jus de fruits où vous avez quasiment la même quantité de sucre, c'est vrai, environ 10%, mais vous avez évidemment tous les éléments intéressants du jus de fruits en termes de vitamines, en termes de micronutriments, etc. Donc c'est clair que les boissons sucrées qui sont purement du sucre et de l'eau n'ont pas un énorme intérêt. Alors, de nouveau, dire qu'on ne va jamais en consommer, si on n'en consomme jamais, c'est pas grave, c'est très bien même. Si on en consomme de temps en temps, c'est pas un drame. Maintenant, tout dépend de ce qu'on appelle de temps en temps. Je crois que c'est même quotidiennement, il ne faut pas en boire. Idéalement, il faut plutôt éviter. Alors, est-ce qu'il vaut mieux boire une boisson édulcorée qu'une boisson sucrée naturellement? C'est sûr que la boisson édulcorée, elle ne va pas faire monter le sucre, comme va faire la glycémie, le taux de sucre dans le sang, comme le fait monter la boisson sucrée avec, par exemple, du glucose. C'est vrai. Maintenant, vous avez vu que quand même, quand on regarde dans les études les personnes qui consomment ces grandes quantités de boissons édulcorées, finalement, les risques des maladies sont toujours bien présents. Oui. Donc, je crois que de nouveau, la modération et la quantité raisonnable, et donc on peut facilement troquer l'un pour l'autre, mais je crois que c'est surtout
la quantité qui va faire la différence et la régularité, et surtout l'absence de régularité de prise qui va être favorable, plutôt que... Parce que, de nouveau, boire 2 litres de boisson light par jour, n'est pas la non, bonne chose. Hein, non, bien c'est sûr que évidemment. non, c'est sûr que non. Alors, on va parler un peu de nos bambins, de nos ados. En tant que parents, on est aussi responsable de leur alimentation. On entendait dans votre conférence qu'en vieillissant, on consomme moins de sucre. Ça veut dire qu'en tant que jeune, on en consomme plus. Alors, en tant que parents, on a un rôle à jouer également dans l'équilibre alimentaire de nos petites têtes blondes. Comment faire? Ils vont à l'école, on a des collations. Bien sûr. Quelle est la bonne façon de faire? Est-ce que mettre une collation plutôt gâteau, cake est préférable plutôt qu'une sucrerie Alors, autre? d'abord, je ne suis pas pédiatre, donc je ne suis pas du tout un spécialiste de l'alimentation pédiatrique, et donc je laisserai ça à mes collègues. Maintenant, ce qu'on peut dire, et de nouveau, je crois que c'est par extrapolation par rapport à ce que je viens de dire, on le comprendra bien. Donc c'est vrai que la collation était... du matin notamment était très répandue et était pas mal instaurée. Les Français qui avaient surtout instauré ça parce qu'il n'y avait souvent pas de petit déjeuner à la maison et donc pour entraîner un apport calorique la matinée, on avait favorisé cette prise de collation. Maintenant, les choses sont différentes. Vers 10 heures. Voilà, maintenant la grande majorité, quand même, ça. Normalement, des enfants prennent leur petit déjeuner. Donc, il n'est pas indispensable de prendre une collation. Maintenant, c'est vrai que c'est récréatif, voilà, c'est d'habitude. Alors, de nouveau, qu'est-ce qu'il faut prendre? C'est sûr que si c'est une boisson sucrée, alors c'est probablement pas un soda, mais uniquement de l'eau avec du sucre, avec un arôme d'orange, là, c'est une charge très importante en sucre. C'est pas bien. Pareil, si vous prenez un produit ultra transformé, il sera très calorique, sera à nouveau sucré, ce sera gras. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Plutôt favoriser, si on veut, autre chose que de l'eau, éventuellement une boisson aromatisée. Plutôt favoriser de l'eau, mais on peut imaginer ça. Et en ce qui concerne la collation, si on veut pas prendre le fruit, reste la collation idéale, évidemment. Mais si on veut un peu varier et ne pas prendre de fruits, alors je ne dis pas qu'il faut le faire, mais il vaut plutôt favoriser de nouveau un aliment qui ne sera pas trop transformé, qui ne sera pas trop gras, pas trop riche en sucre et pas trop calorique. Et on en trouve quand même dans les collations, il y a quand même toute une série de biscuits qui sont de ce type-là. Ce qu'il faut de nouveau éviter, c'est les aliments ultra transformés qui sont très caloriques, évidemment qui sont très savoureux, mais là, combiné avec un petit jus d'orange qui n'est pas un jus de fruits frais, mais qui est un vrai, ça fait beaucoup de sucre en peu de temps, et ça, c'est pas très favorable. Mais de nouveau, ce sont des habitudes. En fait, ça ne doit pas être une habitude quotidienne. On peut faire plaisir à l'enfant de temps en temps, mais je crois que l'habitude d'apprendre dès le départ, on voit très bien bien que là où les parents ont réussi, et c'est pas facile parce qu'en tant que parent, je l'ai pas toujours fait le paraître là, mais là où ils ont réussi à faire prendre cette habitude d'avoir un fruit par exemple et de prendre plutôt de l'eau, les enfants s'en portent d'abord très bien et ils apprécient beaucoup. Donc je crois qu'il y a une grande part d'habitude, mais c'est vrai qu'il y a évidemment l'entourage, l'environnement à l'école, et si tout le monde prend une boisson sucrée et un petit gâteau sucré, c'est peut-être plus tentant qu'une pomme. Donc là, il y a évidemment un rôle des écoles aussi. C'est ça. Ok, donc on est à tout niveau, donc il va falloir sensibiliser un grand nombre. Alors il y avait une question d'Émilie, qui elle a son enfant qui a 14 ans, donc c'est plutôt une ado. Et la question était de savoir si cette surconsommation de sucre chez elle est une cause de ces excès de comportement et de colère. Alors, on entend souvent ça. De nouveau, je répète, je ne suis pas pédiatre, donc je parle avec mes connaissances de médecin pour adultes. Mais bon, de nouveau, on peut assez bien extrapoler ce qui se passe chez l'adulte à la situation de cet adolescent. Alors, c'est vrai qu'on dit le fait de manger beaucoup de sucre va augmenter et modifier le comportement, voire augmenter l'agressivité. C'est pas démontré. Objectivement, c'est pas démontré. Ce qui pourrait augmenter un peu, modifier le comportement, voire modifier un peu l'agressivité, c'est au contraire des manques de sucre, ce qu'on appelle des hypoglycémies, mais qui sont des phénomènes généralement en dehors de pathologies particulières, en dehors de maladies qu'on ne rencontre pas. On peut se sentir un peu tremblotant vers 10-11 heures du matin, ce qui rend un peu nerveux, et puis on mange un petit peu, ça va mieux. Mais l'excès de sucre lié à il n'y a pas de démonstration que ça peut modifier forcément le caractère. Maintenant, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est vrai que la consommation de sucre, je l'ai montré, une substance savoureuse, peut favoriser, pas des addictions, on ne considère pas que le sucre est une substance addictive, mais peut favoriser certains circuits de récompense, de renforcement et un certain tendance à en reprendre régulièrement. Mais de là à modifier le comportement en dehors de maladies, non, probablement pas.
Alors, une longue question est également arrivée par Marie-Cécile. Je vais la résumer. Marie-Cécile elle mesure 1,54 m, a presque 62 ans et pèse 92 kilos. Donc, elle parle d'un surpoids important. Elle a essayé différents régimes. Elle en a perdu beaucoup, elle en a repris énormément. Et lorsqu'elle observe un peu son attitude, son comportement par rapport à son alimentation, elle fait énormément attention la journée, mais c'est le soir où elle compense en fait et elle a envie de sucre et de plus en plus de sucre. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à cette situation? Elle précise également que lorsqu'elle est occupée en soirée, elle mange moins. Ses fringales ne sont pas présentes. Tout à fait. D'abord, c'est un problème compliqué. L'excès de poids et l'obésité, c'est un problème très complexe. Si c'était simple, personne ne serait dans la situation de cette Et en même personne-là. temps, c'est une situation que vous connaissez très très bien fréquente, avec vos patients. archi fréquente. Et les chiffres récents en Belgique montrent maintenant que dans la population adulte, on est au-delà de 20% de personnes obèses. Donc ça a quasiment doublé au cours des 30 dernières années. Donc c'est un problème très important et extrêmement complexe à prendre en charge et qui devient de plus en plus difficile d'ailleurs à traiter au fur et à mesure où on prend de l'âge parce que l'excès de poids est vraiment ancré. Alors maintenant par rapport au sucre, c'est sûr que la prise de poids a été liée à un moment ou à un autre à des désordres alimentaires ou à une moindre activité physique ou à tout quelque chose qui n'a pas tout à fait bien fonctionné. Alors cette histoire, elle décrit très bien ce qu'on entend souvent, c'est ce grignotage de la soirée et cette envie de sucre, mais comme elle le décrit très bien également, lorsqu'elle est occupée, elle en a un peu moins envie. Donc on voit quand même clairement que le besoin, il est lié probablement à une récompense ou au contraire à un certain malaise qui fait qu'on a tendance à consommer ces aliments-là. Et une fois qu'on a une occupation, un dérivatif, on les consomme moins. Donc c'est difficile. Je crois qu'on peut lui conseiller, c'est d'essayer de trouver justement dans sa soirée des choses, soit des aliments autres qui lui apportent moins de sucre et moins de calories, soit voilà, des activités qui la dérivent de ça. Maintenant, c'est pas tout. On sait bien qu'au-delà de 60 ans, avec l'excès de poids, il y a l'activité physique, mais que c'est difficile de la faire. Donc c'est une problématique très complexe. Alors ici, je voudrais tout de même remercier les internautes. Nous recevons énormément de questions, donc on va essayer de faire le tri. Je ne peux pas garantir que toutes les questions seront posées au docteur. Il y en a une, par contre, que je relève parce que nous l'avions déjà un peu évoquée en préparant cette question. On parle d'édulcorants. Il est aussi question de stevia et autres dérivés qui donnent ce goût sucré dans les aliments. Est-ce que malgré tout, il y en a un ou l'autre que l'on peut privilégier, qui serait meilleur pour la santé, qui serait moins chimique? Alors, c'est un débat parce que c'est vrai que dans les édulcorants intenses, il y a ceux qui sont strictement chimiques. Bon, le plus connu, c'est l'aspartame. Ce qu'on utilise plus ici en Europe, c'est plutôt le sucralose. Et puis, il y a des édulcorants qui seraient plus naturels, le stevia, tagatose. Mais objectivement, en termes de pouvoir sucrant, c'est la même chose. Et en tout cas, il n'y a pas de données qui montrent que le fait de consommer plus cela que les purement synthétiques soit meilleur. Je crois que, je l'ai déjà dit, je crois que les aliments édulcorés peuvent intégrer une alimentation pour essayer de réduire l'apport calorique en général et l'apport en sucre en particulier, mais compenser complètement une alimentation vers ce type d'aliment-là, on a bien vu que ça marche pas, quoi. Ça marche pas pour l'obésité, ça marche pas pour le diabète, et donc il y a probablement autre chose qu'il faut modifier. Donc ma réponse à ce stade-ci, c'est que la consommation d'édulcorants, elle doit quand même essayer d'être modérée. Et entre les édulcorants purement de synthèse et les édulcorants naturels, il n'y a pas de preuve que l'un ou l'autre, en tout cas que les édulcorants de synthèse soient nets. Je sais bien que l'aspartame, on dit beaucoup de choses à son propos, soient nettement plus mauvais. De nouveau, c'est la quantité qui On le disait même, à la limite, il vaut mieux un tout petit peu de miel dans quelque Vous savez, moi, chose je pour le m'occupe beaucoup de sucrer. patients Voilà. diabétiques, et donc il y a beaucoup d'aliments pour diabétiques qui sont généralement des aliments où on a remplacé le sucre par du fructose, qui est un peu Oui, on parle justement de pralines pour voilà. diabétiques. Et donc ces pralines pour diabétiques, c'est quoi? On a remplacé le saccharose, donc le sucre, par du fructose, parce que le fructose dont j'ai parlé, il est très sucrant, mais il fait pas beaucoup bouger le sucre dans le sang. Et donc le diabète, vous savez, le problème du diabète, c'est d'avoir trop de glucose dans le sang. Et donc c'est pour ça que le fructose est considéré un peu comme le sucre bon pour le diabétique. Et donc beaucoup d'aliments pour diabétiques sont des aliments enrichis en fructose. Le problème, c'est que le fructose, il apporte autant de calories
que le sucre habituel, donc c'est 4 calories par gramme, ça ne change rien. Que d'autre part, ces aliments pour diabétiques, souvent, ils sont souvent un peu plus gras, parce qu'on a un peu compensé donc, le fait qu'ils soient plus gras et soient plus caloriques. Et que d'autre part, je l'ai dit tout à l'heure, le fait de manger des quantités importantes de fructose est probablement défavorable, ça va augmenter la graisse dans le foie, hein. On dit que c'est la maladie des sodas, le foie gras. Eh bien, c'est vrai avec ces aliments-là. Et donc, moi, ce que je conseille à mes patients diabétiques, s'ils veulent manger un petit morceau de chocolat, ben, qu'ils prennent du chocolat normal, mais en quantité raisonnable, éventuellement après leur repas. Donc, c'est ce type d'aliments-là, de nouveau, on peut les utiliser. Je ne suis pas opposé à ce qu'on les utilise, mais croire qu'on va pouvoir l'utiliser beaucoup plus parce qu'ils sont pour diabétiques ou pour cela, ça, c'est une erreur. Gras. Ben oui, Il est archi absolument. gras, Et archi calorique, bon, et donc en quantité élevée, va provoquer d'autres désordres métaboliques, mais qui ne seront pas meilleurs. En fait, vous rassurez nos internautes, c'est-à-dire qu'on peut encore se faire plaisir de temps en temps. Vous savez, le philosophe Michel Onfray, il lutte contre ce qu'il appelle la religion hygiéniste. Et c'est vrai, où on devrait absolument tout normer et tout contrôler. Je crois que il faut informer, et puis après, chacun est un peu libre de décider. Vous savez, c'est la fameuse boutade du médecin à qui son patient demande, et il dit, tiens docteur, si je vais dormir tôt, si je ne bois pas beaucoup d'alcool, si je mange plus de sucre, plus de graisse, est-ce que je vais vivre plus longtemps? Et le médecin lui répond, je ne sais pas si je vais vivre plus longtemps, mais ça va vous paraître beaucoup plus long. Et bien c'est un peu ça. Donc je crois que l'alimentation, elle doit faire plaisir. C'est quand même on en a besoin, je l'ai montré, mais ça doit évidemment être une satisfaction et un plaisir. Mais il faut être informé par rapport aux aliments de façon à rester. Et après ça, on prend sa décision. Ça aurait pu être une citation de conclusion, mais on n'a pas encore tout à fait fini parce qu'il y a encore quelques questions. Mais alors, il y a un point aussi qui est revenu. Beaucoup de personnes se posent la question. On leur dit que voilà, l'apport, manger un fruit, qu'idéalement, il faut prendre le dernier fruit aux alentours de 16 heures. Est-ce que ceci est correct? Alors, de nouveau, ou pas? Prendre un fruit le soir quand on est devant sa télé, qu'on se pose, est-ce que c'est une mauvaise pratique? Il y a plusieurs choses. Donc, le fruit reste un aliment sain et intéressant, ça c'est sûr. Alors maintenant, depuis longtemps, on discute de savoir si ce qu'on appelle la chrononutrition, donc le fait de manger à différents moments de la journée, et notamment pas trop tard, ne serait pas, donc manger plus tôt de la journée serait plutôt favorable. Bon, ça reste assez mal démontré, il faut bien dire ça. Ce qui par contre apparaît de plus en plus clair, mais c'est qu'il faut essayer dans la journée de limiter les périodes où on mange. C'est-à-dire que maintenant, on a un peu tendance à manger tout le temps. On se lève, on mange un peu tout le temps pendant la journée, et puis on finit de manger effectivement devant sa télévision, même un fruit vers 23 heures. Et donc finalement, la période où on a mangé, s'est étendue quasiment sur 16 heures sur 24. Or, ça c'est bien étayé scientifiquement, les périodes où on ne mange pas, les périodes de jeûne sont très importantes pour notre organisme. Ça permet notamment toute une série de mécanismes de réparation au niveau des protéines, et le fait de manger un petit peu tout le temps, ces périodes de jeûne, on ne les observe plus, et probablement que ça pourrait avoir, sur le long terme évidemment, on ne parle pas sur un jour, mais d'avoir des habitudes comme ça, des conséquences défavorables. Et donc il y a toute une série de tendances, mais qui sont des tendances scientifiques, qui viseraient à essayer de limiter l'apport alimentaire sur la journée sur 6 à 8 heures. C'est difficile d'y arriver. C'est le fameux jeûne intermittent. Voilà, c'est une espèce de forme de jeûne intermittent qui dirait que finalement on essaierait de manger de 8 à 15, 16 heures et essayer de ne plus manger après. Donc, ce n'est pas tellement le fait de manger un fruit à 23 heures, c'est le fait de ne plus manger, d'essayer de partir d'une certaine heure. Pour justement avoir ces épreuves de jeûne. Et voilà. Mais maintenant, bon, il y a certains régimes qui le préconisent, mais c'est vrai que dans nos habitudes alimentaires, avec nos habitudes de vie, de travail, c'est quand même extrêmement compliqué. Il ne faudrait pas se rattraper plus tard dans la journée. Moi, ça me semblerait difficile d'arrêter de manger à 16 heures, parce que de nouveau, le repas du soir, c'est généralement le repas qu'on prend en famille, qui est convivial, et donc généralement on ne mange pas en famille à midi, donc si on n'a plus ce repas convivial du soir, c'est quand même vraiment une perte également. Donc vous voyez, il y a la théorie, les choses probablement intéressantes qui seraient, et puis il y a quand même la pratique, et l'alimentation doit s'intégrer dans une vie harmonieuse. Alors, en tant que problématique de santé publique, cet apport de sucre dans absolument tout, les plats préparés, les charcuteries, par rapport à cet apport, est-ce qu'il est obligatoire au final dans les préparations de ces plats, qui nous sont proposés en surface? Il y est, je vous le dis, on l'a dit tout à l'heure, pour le côté savoureux, le fait de mettre un petit peu de sucre,
Mais est-ce améliore qu'on un ne pourrait peu. pas légiférer là-dessus et Vous stopper savez, en fait ces apports un peu ben, en inutiles? tout cas, on pourrait le réglementer et en Oui. tout cas en informer mieux le consommateur. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire des montagnes. Hein. Quand on Mhm. parle de ces sucres cachés, c'est 5-6 grammes pour 100 grammes, ce qui n'est pas rien. C'est vrai, au cours de la journée, si on ne prend que ça va faire C'est ça. beaucoup. Mais je vous rappelle que 5 grammes de sucre, c'est ce qu'on trouve dans 100 grammes de carottes. Donc c'est exactement Mhm. la même quantité. Alors les sucres cachés, bon, certes, on pourrait en tout cas peut-être les limiter, mais il faut bien dire que l'apport majeur de sucre, ils ne sont pas tellement cachés. Hein. C'est dans les sodas, dans les sucreries. Les gens savent très bien qu'ils mangent du sucre. Et Mhm. ces sucres cachés, pizza, pain, etc., il y en a un tout petit peu et on pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que le problème du sel caché ou des graisses cachées est au moins aussi important que le problème des sucres cachés. Mais c'est sûr que le législateur pourrait éventuellement limiter éventuellement la quantité de sucre, voire informer clairement le consommateur par rapport à cette quantité de sucre. Quantité de sucre, quantité de sel, Graisse, hein, oui, graisse. oui, oui, et additifs. Hein. On est Et vraiment additifs, oui, oui. dans une approche plutôt globale, hein. Absolument, absolument. D'accord. Euh, une question ici par rapport à une dame qui souffre d'un cancer et la question est de savoir s'il y a un régime particulier par rapport à ce sucre dans le cadre de certains cancers. Alors, c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de recherches. Hein. Donc, de nouveau, je ne suis pas oncologue et je Oui. parle en ma qualité de spécialiste en nutrition et je ne suis pas du tout oncologue. Mhm. Mais bon, je m'intéresse à ce sujet-là et je en discute régulièrement avec mes collègues. Alors, c'est vrai que en théorie, il y aurait, je dirais, des points forts pour essayer de limiter le sucre par rapport à certains traitements, réponses aux traitements, puisque c'est vrai que le glucose est en général le substrat, le carburant des cellules cancéreuses. Il n'empêche que actuellement, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'études qui démontrent que limiter fortement le sucre modifie nettement la réponse thérapeutique. Et pour l'instant, les oncologues, les cancérologues ne le recommandent pas, d'autant qu'un des problèmes dans le cancer, et notamment dans les chimiothérapies longues, c'est plutôt la dénutrition. C'est le fait que le patient perd du poids. Et là, on sait très bien que la dénutrition va entraîner plutôt des effets indésirables, des effets défavorables. On va moins bien résister à la maladie, surtout moins bien résister au traitement. Et donc, se priver de certains nutriments pour potentiellement avoir une meilleure réponse de traitement, mais se dénutrir, n'est probablement une bonne solution. Donc, de nouveau, il faut parler, on est aujourd'hui le 4 mars 2021, et peut-être que le 4 mars 2022, il y aura une démonstration évidente que ne plus manger de sucre pour telle ou telle réponse à la chimiothérapie est connue. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas des recommandations des sociétés oncologiques. Okay. Ben, nous arrivons tout doucement à la fin de cette conférence, leur approche. En conclusion, docteur, c'est quoi? C'est varié, c'est coloré, c'est un peu de tout et C'est un pas peu dans de tout, c'est l'excessif. varié, c'est coloré, ça doit rester un plaisir, ça doit rester, même festif. Hein. Je crois que l'alimentation dans l'espèce humaine, qu'est-ce qu'on fait de mieux pour célébrer un bon moment que de le faire autour d'un bon repas? Et donc l'alimentation doit rester un plaisir. Je pense que de nouveau mettre des interdits systématiques et permanents et définitifs sur certains aliments n'a pas de sens. On sait très bien que certains aliments qu'on va consommer ne sont pas très très bons, mais on peut les consommer de façon très occasionnelle. Et dans la majorité du temps, on va essayer d'accommoder son alimentation par rapport aux recommandations que je vous ai montrées. Ça donne une alimentation essentiellement végétale, mais il y a beaucoup de choix, hein, mais qui peut comprendre également certains produits animaux si on veut en manger. Et de nouveau, les poissons, certaines viandes, et de nouveau, si on aime bien certaines viandes moins favorables, on peut en consommer, mais de façon modérée. Vous savez, je crois que c'est un peu le plaidoyer de l'alimentation. On voit très bien que chaque fois que on donne des régimes très dogmatiques, on y adhère un certain temps et puis rapidement, on y échappe complètement. Donc je crois qu'il faut vraiment intégrer cette alimentation variée, équilibrée, comme principe, plutôt que de faire la chasse à tel ou tel nutriment qui finalement n'apporte pas grand résultat sur le long terme. Et ce n'est pas le sujet du soir, mais l'activité physique. Alors on n'a pas du tout parlé, mais c'est au moins aussi C'est important. Hein. Donc dans tout ce que je vous ai montré, dans les diabètes, obésité, on sait très bien que la réduction d'activité physique a été un des points majeurs pour l'apparition de ces pathologies. Et à l'inverse, on sait très bien qu'une activité physique régulière est un bon traitement, mais également dans le cas du diabète, une prévention. Une activité physique, on n'est pas obligé de faire du sport à haut niveau, mais un peu non, s'activer tous les jours. Voilà, je crois qu'il faut d'abord dans la vie quotidienne essayer d'avoir le plus possible d'activité, Ne plus promener être son chien, monter les sédentaire. escaliers, essayer et puis quand même essayer
Mais dans la mesure du possible. Et de nouveau, c'est difficile avec les vies qu'on mène, mais d'essayer quand même 2 à 3 fois par semaine d'avoir une période. Ça peut être différent. Ça peut être une fois aller nager, une fois faire du vélo, une fois aller courir. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Mais essayer de. On estime qu'il faudrait essayer de faire aux alentours de 150 minutes d'activité physique par semaine. Donc ça fait en 3 et 5 fois 30 minutes. Je n'y arrive pas personnellement, donc je vous donne des chiffres que je n'arrive. Mais idéalement, c'est ce qu'il faudrait, et ça permet alors là d'éviter beaucoup de problèmes. Et professeur, vous mangez du sucre, mais bien de sûr, façon mais bien sûr. équilibrée, sans J'essaie le excès. plus équilibré possible. Oui. Très bien. Merci beaucoup d'avoir Avec été plaisir. parmi nous ce soir. Alors cette conférence, vous la retrouverez en streaming sur la page Province de Liège, sur les profils Facebook du service santé de la Province de Liège, mais également de la Province de Liège, et sur le lien Web TV. Alors, merci d'avoir été avec nous. Vous avez été très nombreux ce soir et nous vous remercions. Et on vous retrouvera d'ici quelques semaines pour une prochaine thématique. Merci à tous.